Salut, bienvenue chez moi. Aujourd'hui, on va voir un sujet qui vient à point. La pierrite du chou, le retour. Tu vois là, je suis entouré d'une jungle. J'aime bien. Là, ça fait un peu genre Amazonie. Non, mais sans déconner, ça fait un peu ça, quoi. Enfin, moi, je trouve. J'ai un paquet de trucs, tu vois, qui est en train de se développer. J'ai des choses qui se développent pas mal. Certaines petites choses qu'il faut que je m'occupe. Tu sais, moi, je suis un peu partisan du jardin à la laisser faire, qu'on appelle la one again. Bon, là, tu vois, par contre, ça, faut que je m'en occupe parce que bon, à un moment donné, toi, il s'est entircoté pour pouvoir grimper, puis tu sens que bon, il a lâché le délire à un moment donné, l'haricot. Donc, il faut peut-être que je l'aide un petit peu à reprendre le dessus. Mais en règle générale, tu sais, moi, je sais pas, je fais beaucoup de choses au démarrage, mais après, il n'y a plus grand chose qui se passe. Je laisse les trucs se mettre en place. On est sur comment t'expliquer, sur une période dans laquelle on va avoir, tu sais, il y a plein de périodes comme ça sur le potager. T'as la période des semis, t'as la période un petit peu avant les semis, où bon, il y en a qui le font encore, moi je le fais pas, mais qui préparent leur terrain, bon, avec tout ce que ça engage derrière, que j'ai déjà parlé. Voilà, la période des semis, après on met en terre là, plein des plantations. Alors t'es content parce que tu vires ta serre de tout ce qu'il y a dedans, puis tu commences à réinstaller tout dans le terrain, du coup ça libère un peu ta serre pour autre chose. Et puis vient généralement, succède juste derrière, tu vois, la période des ravages des cultures et puis des maladies. Tu vois, c'est ce qui va généralement de pair. Quand je dis maladie, tu vois, c'est mildiou, machin, voilà, tout ce qui se met en place habituellement. Et puis ravageurs, ça va être les limaces qui sont quand même un petit peu plus tôt. Dès que tu mets les premières plantules de laitue, tu les vois disparaître à vue d'œil, donc tu sais que voilà, elles sont déjà installées. Bon, par contre, des prédateurs un petit peu plus, des ravageurs en tout cas, un petit peu plus aériens, ils vont venir un peu plus tard, donc c'est un petit peu logique en même temps. Hein. Il faut qu'il fasse un peu plus chaud. Donc là, tu vois, la pierrite du chou est un papillon. Alors savoir comme il y a beaucoup de papillons, il y a beaucoup de papillons qui vivent la nuit en fait, si tu veux, nocturnes. Il y en a moins en tout cas, enfin les papillons diurnes sont moins représentatifs. Et ça intervient dans une période qui commence et puis qui dure un moment. Alors la période, elle va s'étendre d'avril à novembre à peu près, tu vois, voilà. C'est la période de ces papillons qui viennent pondre clairement pour assurer leur future génération. Élément commun à toute chose vivante sur cette terre, la reproduction, pour pouvoir perpétuer son espèce. Jusqu'à là, j'ai envie de te dire, rien d'alarmant, rien d'extraordinaire. C'est quelque chose de, normal, tu vois, c'est le cycle de la vie, quoi. Bon, sauf que l'histoire, c'est que la pierrite du chou, elle va aller pondre ses œufs, en l'occurrence, comme son nom l'indique, sur les choux, mais pas que. Elle a aussi d'autres plantes sur lesquelles elle va, mais le chou est quand même celle qu'elle aime bien. Elle reconnaît par l'odeur, en fait, tout simplement. Donc j'en ai quelques exemples derrière moi. Toi, j'ai tu le vois? Il est un peu hors champ. Ah mince! Ça c'est le problème quand on fait des vidéos en plein air, tu vois. J'ai pas comme certains font là, l'écran vert derrière moi, là, c'est l'écran vert un peu à la Star Wars, là, où tu mets ce que tu veux comme image. Là je suis bon, bref, donc du coup je me rends compte que j'ai mal fait mon cadrage. Bon. Tant pis. Un brocoli, tu vois, voilà, qui est pas mal, quoi, qui se débrouille. Hein. Enfin, il avance comme il peut. J'en ai un autre derrière, Là, c'est toute la ligne des brocolis. L'autre côté, c'est la ligne des choux cales et des choux-fleurs. Et donc, du coup, si tu préfères, ils vont venir là-dessus. Alors, en règle générale, c'est même pas en règle générale, il y a des mots qu'il faut que j'arrête de dire, hein, parce que ça devient chiant. Ils viennent pondre en dessous les feuilles, c'est là que tu les reconnais. Bon, moi je peux pas te le montrer parce que j'en ai pas. Donc je peux pas te les montrer. Quoique, je me dis, tu vois, tu dis, ouais, j'en ai pas, puis en fait, tu te rends compte qu'il y a des œufs qui traînent. Non, là, j'en ai pas. J'en ai pas du tout. Non, j'ai eu une attaque et puis ils se sont fait défoncer la tête, comme c'est souvent le cas quand j'ai, une attaque. J'ai eu des pontes avec des éclosions de petites chenilles, mais elles sont parties en 2 jours. Elles ont eu le temps de bouffer quelques feuilles. Hein. Je pourrais t'en montrer quelques-unes qui ont été un peu bouffées. T'en fais voir sans devoir trop. Parce que j'ai les limaces aussi qui ont mangé un peu de feuilles au démarrage. Faut pas les confondre.
Ouais, bon, moi ça va pas être simple. Ouais, bon, ça va pas être simple. Attends, j'essaie d'en choper une. J'essaie d'en choper une sur une... tu vois, une qui serait... mince, comment te dire, qui serait... je mets pas en péril la tu vois, voilà, celle-là, tu vois, voilà. Elle a été... ça a été le cas, tu vois. Bon, il y a d'autres insectes qui ont mangé dessus. Bon, le chou, c'est une large feuille, hein, donc faut pas s'inquiéter, ça... il y a d'autres qui repoussent derrière. Donc du coup, ce papillon va venir pondre dans cette période-là bien précise. Et puis la chenille, ça donne une chenille qui elle-même va manger. Alors la chenille est quand même assez vorace, elle y va à fond. Et puis à un moment donné, elle fait sa chrysalide, un truc classique, et puis hop, ça éclot, papillon, puis c'est fini. Sache que le temps d'incubation, au moment où ils pondent leurs œufs, et le moment où ça va sortir, tu as à peu près, à peu près une dizaine de jours, tu comptes à peu près ça. Bon, une petite semaine si tu préfères, voilà. Donc ça va assez vite en fait, un moment où c'est pondu puis le moment où ça sort. Alors au départ c'est des toutes petites chenilles ridicules qui sont pas énormes, et mais qui grossissent vite puis qui bouffent vite. Alors, souvent tu t'en rends compte un petit peu tard parce que tu te rends compte que la feuille a été complètement... c'est un canevas, tu vois, le machin là. Bon, c'est un peu foutu, puis tu te dis bon bah mince, puis tu fais ce que font majoritairement la plupart de ceux qui ont un jardin, ils enlèvent à la main, quoi. Ils enlèvent les chenilles. Alors bon, tu passes des journées à enlever des chenilles, puis en oublier quelques-unes, qui forcément continuent le boulot derrière jusqu'au moment où tu te les aperçois, etc. Alors, tu vois, tout ça, on est toujours dans le même principe, tu vois, on est toujours dans des principes où on a une sorte de fatalité qui nous arrive, tu vois, une fatalité comme quelque chose, tu vois, un poids énorme qui nous arrive, qui est le mildiou, ça on ne peut pas y éviter, il faut absolument mettre bouillie bordelaise, parce que sinon tout attaquer au mildiou c'est une catastrophe, t'as rien. Moi je ne traite pas au mildiou et mes tomates se portent bien. Je te montrerai, je vais te faire une image après, te montrer. Elles sont pas très hautes cette année, on a un climat un peu particulier au mois de juin. Ce qui fait que l'année dernière à la même date c'était beaucoup plus haut. Bon, c'est pas grave. Je parle pour celles en pleine terre, hein. Celles qui sont sous la serre, j'ai déjà des tomates depuis un petit moment. Les premières tomates, je les ai en toute logique début juin, entre début et mi-juin sous serre. Après en pleine terre, généralement c'est en toute logique fin juin début juillet. Là c'est ce qu'on est, tu vois. Je suis censé déjà les avoir. Puis là c'est pas le cas, tu vois. Cette année il y a du retard. Bon il y a des années avec, des années sans, hein, c'est comme ce que tu veux, il va falloir faire avec maintenant qu'on a un dérèglement climatique. Tu vois, voilà, donc des fatalités comme ça, mildiou, machin, attaque de limaces, attaque de chenilles sur nos machins, attaque du ver du poireau, voilà, des fatalités comme ça qui arrivent. Tu comprends, il y a plein de manières de voir l'histoire. Je vais juste te donner un élément. J'ai beaucoup l'habitude, j'ai l'habitude d'expliquer que notre jardin est un micro, si tu veux, comment t'expliquer, un micro-environnement d'une représentation de ce qu'il peut y avoir à plus grande échelle. Tu vois, voilà, si je vais par là-bas, là j'ai des prairies, il y a des machins, il y a tout un tas de trucs. Bon, il y a des moutons seulement qui sont mis là-bas. Mais voilà, moi c'est un micro truc, tu vois. Et quand on le laisse pas forcément à l'abandon, mais quand on laisse les choses se mettre en place, et tu te rends compte qu'il y a un équilibre qui se met en place. Ça c'est automatique, si tu veux. Ça c'est des choses, tu n'as même pas à intervenir dessus. Et justement, c'est parce qu'à chaque fois on va chercher à intervenir, et que généralement on connaît très peu le mécanisme qui permet l'équilibre, on va on va déséquilibrer ou freiner justement cette mise en équilibre, si tu veux. Alors, quand je parle d'équilibre, je te parle d'équilibre par rapport entre le sol, si tu veux, la plante et puis son environnement aérien. Voilà, tu vois, c'est ça que je parle. En sachant que majoritairement, ça, si tu veux, ça fait partie d'une stratégie que je vais t'en parler, mais alors en détail, de chez détail, à partir de la rentrée. Je vais faire des tonnes de vidéos là-dessus. Je suis en train de monter tout un concept autour de ça parce que je pense que il faut avancer, quoi, tu vois, il faut avancer. Je parle dans la démarche du jardin au naturel, du laisser les choses se mettre en place. Je pense qu'il faut avancer et commencer à poser des fondations. Donc c'est ce que je vais m'organiser par rapport à ça.
Le sol est une matière vivante qui doit l'être, et plus on va permettre à ce que de la matière se décompose et soit présente, plus ce sol sera vivant. Et si tu veux, par effet de ricochet, à partir du moment où on a un sol qui est vivant et que l'on met une grande diversité de plantes et qu'on laisse naturellement s'installer une autre diversité de plantes, en l'occurrence peut-être des graines, tu vois, qui ont été amenées par des oiseaux qui sont tombés, enfin bon, on peut imaginer plein de choses, toi, mais tu comprends, là je parle des mauvaises herbes, t'as bien compris. À partir du moment où on laisse cette chose-là se mettre en place et que l'on programme son cerveau, c'est là où c'est le plus complexe en fait, à se dire non, je n'interviendrai pas, je vais laisser faire, tu obtiens un état d'équilibre. C'est tout. Il n'y a même pas, si tu veux, il y a des trucs, il y a des faits. Il y a des choses que l'on peut encore être, en permaculture, des choses qu'on peut encore discuter. Et qu'on peut discuter sur pas mal de fondements. Dont d'ailleurs le fait d'enterrer du bois, tu vois. Ça, c'est des choses que je vais discuter. Est-ce qu'il est pertinent d'enterrer du bois pour permettre de rendre un sol vivant, tu vois. C'est pas du tout l'école que je défends. Je défends même le contraire. Mais je m'expliquerai là-dessus. Après, il y a des faits. Un sol vivant, une grande diversité de plantes, permettent un état d'équilibre. Tu comprends, c'est ça. C'est comme ça. Après, il s'explique, hein, scientifiquement, on l'explique avec des schémas, des machins. Bon, je vais pas te la faire scolaire là, mais quoi qu'il en soit, c'est ça. C'est ça. À partir du moment où on intervient dessus et que l'on cherche à déstabiliser cet élément en voulant bien faire, eh ben, tu vois, t'effondres l'ensemble. Moi, c'est ce que j'ai, tu vois. Je suis une association de plein de légumes, donc une grande diversité, qui ne sont absolument pas mis les uns à côté des autres en rang, ce qu'on appelle en rang d'oignon, tu vois. Bien, non, c'est foutu là, et c'est voulu. Tu vois, c'est pas quelque chose, c'est pas moi qui ai trébuché avec mon sac de graines et qui ai fait, eh merde, tout est foutu là, ça y est, bon bah je laisse. Non, ça peut paraître délirant, mais c'est le cas, c'est voulu, c'est pas mis en rang, c'est mis comme ça, dans un mélange, dans un foutoir, dans l'objectif que l'ensemble de ces plantes puissent trouver leur place. Je sais que sur tout ce que je mets, il y en a qui ne pousseront pas, qui vont être en latence, d'autres qui vont au contraire exploser et monter rapidement, tu vois, d'autres qui vont, comme c'est le cas ici, tu vois, de ma blette qui passe son temps à monter en graines. Parce que maintenant c'est devenu, toi, c'est le moment pour elle de monter en graines. Là, toi, j'ai de l'épinard là qui est en train de monter en graines, que je laisse, regarde, il est entouré par un futur haricot, là c'est l'haricot grimpant. Tu vois un petit peu, voilà. Je laisse les choses, et puis à côté il y a du fenouil, tu vois, là j'ai du fenouil qui est là, tu vois, bon. Bref, je vais pas te faire l'intégralité de la parcelle, tu vois, là j'ai de la pâquerette qui est à côté, enfin bon. J'ai une diversité, tu vois pas, il est juste derrière, mais j'en ai quelques exemplaires, j'ai de la bourrache qui est mise aussi, bon. C'est cette diversité qui va faire que j'ai un état d'équilibre. En l'occurrence, parce que tu gardes mon fil, hein, on va dire, ouais, tu pars dans tous les sens. Non, je vous explique les bases, pour vous donner après l'élément qui va aller de pair. À partir du moment où j'ai une diversité de plantes, je vais avoir une diversité animale qui va avec, ce qui est logique si tu veux, parce que chaque plante va attirer quelque part un autre. Et donc du coup, c'est le cas, tu vois, sur ma bête, je me retrouve avec, là, j'ai une petite fourmi, et ici, bon, c'est malheureux, tu vois, je devrais avoir peut-être, un appareil, une sorte de GoPro, pour faire des gros plans quand je fais ça, parce que là, bon, faut que tu me crois sur parole, malheureux. Là, ici, j'ai une punaise, tu vois, qui est juste là. L'autre côté, là-bas, j'ai une autre petite bête qui est une bête jaune. J'ai une coccinelle qui est dessus. Là, j'ai une araignée, tu vois, qui est installée. Enfin, tu vois, voilà. J'ai plein d'animaux qui vont se mettre, qui souvent même vont rester autour de la plante. D'autres vont même bouger, hein, ils vont revenir. J'ai du carabe, j'ai pas mal de choses. Et après, dans le sous-sol, si tu veux, sur la couche vraiment supérieure, et j'ai toute la vie du sol, tous les animaux, la microbiologie du sol qui se met en place, avec tout ce qui est classique, hein, tu vois, les vers, les machins, voilà, bon. Ça fait un état d'équilibre. À partir du moment où j'ai d'autres espèces qui vont vouloir venir ravager une plante, il va y avoir à proximité, si tu préfères, son prédateur, qui va être là et qui attend le bon moment, si tu veux, pour avoir à bouffer. Alors d'un côté, si je la refais, j'ai une guêpe là, qui est une guêpe germanique, qui vient de se poser sur le haricot. Peut-être que tu l'as vu d'ailleurs. C'est pas impossible.
Bah, tu vois, regarde, là j'ai plein de. C'est pas pour rien les punaises. J'en ai 5-6 qui s'installent, des punaises. Là j'en ai une qui vole là. Mais bon là tu verras pas, vu le machin comment il est gros. Tu vois? Ouais non, tu verras pas. Bon. Comme tu as. Comment t'expliquer? Quand tu as une grande diversité de bestioles, en l'occurrence des insectes, bah, si j'ai ma pérille du chou qui arrive pour pondre, les ravageurs qui sont autour, enfin les ravageurs, excuse-moi, les prédateurs qui sont autour n'attendent qu'une chose, bah, c'est que les œufs éclosent et puis que les chenilles sortent pour pouvoir passer à table, tu vois. Donc chacun cherche à passer à table, ce qui est normal, tu vois, comme nous. Voilà, moi j'attends que les légumes soient prêts pour pouvoir me les nourrir. Le papillon il va les pondre pour assurer sa descendance. Les chenilles attendent juste une chose, c'est pour commencer à manger et à se nourrir de la plante, tu vois. Enfin chacun à son tour cherche à avoir quelque chose. Et c'est dans cette logique-là qu'il faut être, tu comprends? C'est dans cette logique de se dire, il est normal que chacun puisse quelque part se servir, quoi. Tu vois, c'est normal, c'est une collaboration. Moi, je le vois comme ça. Et je peux entendre que ça peut être extrêmement décourageant, énervant, mais avoir même parfois même une certaine rage à voir l'intégralité d'une culture disparaître. Tu mets 20 choux et tu te rends compte que tes 20 choux ils sont partis, tu vois, parce que la pierride a tout bouffé. J'entends que ça peut être comme le fait de mettre des laitues, puis ils se rendent compte pendant la nuit, l'intégralité des limaces les ont bouffées. Mais j'entends que ça peut être extrêmement rageant, mais il faut comment dire ça, soyons dans cet état d'esprit de chercher absolument à mettre en place quelque chose de diversifié, un grand nombre. Et quand je dis ça, c'est que quand je mets des choux, tu vois, sur une parcelle, où on est censé, tu vois, si je me réfère, comment te dire, à la partie académique, tu vois, voilà, ce qu'on apprend en cours quand on, voilà, pour ceux qui font des études de maraîchage, par exemple, voilà, on dit, voilà, le chou, c'est un chou tous les, ça dépend après les variétés, entre 35 et 50 cm, voilà, tu vois, de part et d'autre. C'est ça. Il y a même des règles qui sont, que j'avais eu d'ailleurs pour ma forme, j'ai jamais pu utiliser après. Tu as des règles que tu utilises comme ça, que tu mets entre chaque, et puis tu vas les caler, bon, c'est la connerie, tiens, c'est une punaise qui repart. Moi, je fais pas ça, tu vois. Moi, sur une parcelle où tu es censé avoir 4 choux, il y en a 15. Tu comprends un petit peu. Sur une parcelle qui est censée avoir 10 laitues, il y en a 30. Parce que je sais pertinemment qu'à la fin, je n'aurai pas 30 laitues. Et c'est pas l'objectif, tu comprends? En fait, c'est pour ça, toi, c'est vraiment une sorte de focale. C'est de sortir cette focale, de se dire, voilà, je cultive pour moi. Non. Tu cultives pour l'univers, tu cultives pour la terre, tu cultives pour l'ensemble des espèces dont tu fais partie. Mais moi, je cultive pour tout ça. Je ne cultive pas que pour moi. Et à partir du moment où on est dans cet état d'esprit, déjà rien que ça, tu auras cette abondance. Tu vois, c'est une sorte de réciprocité quelque part. Et après, c'est dû au fait, parce que comme tu laisses, tu dis voilà, ça c'est pour moi, mais c'est aussi pour vous. Ça paraît barré ce que je dis là, je le conçois complètement. Et d'autres animaux vont se dire, ouais, je suis bienvenu, je vais me mettre, toi, la punaise, elle est là, tu vois, voilà. Et puis elle sait que je vais pas lui casser la tête, je vais lui dire non, t'as pas à être dans mon jardin, toi. T'as pas à être ici, c'est ma parcelle avec mes légumes. Non, t'as le droit d'être là. C'est juste que quand le péril du chou va venir pondre, t'as casse pas qu'elle aura bouffé. Hein. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, après cette interlude, donc j'ai dû perdre, à mon avis, les 3/4 des gens qui regardaient. Mais non, c'est pas grave. Mais si tu veux, c'est important. C'est des choses pour moi qui sont importantes à un moment donné à expliquer, à dire, tu vois. C'est les résultats qu'on cherche à obtenir sont à la hauteur des, comment t'expliquer, de l'état d'esprit dans lequel on est. Toi là, j'ai un temps. Ça, c'est un temps. Tu vois. Bon, je fais gaffe parce que ça pique comme ces conneries là. Quoi. Mais donc c'est normal, tu vois, si tu pars du principe de dire c'est mes légumes, mes machins, et puis gna, bon, il y en a d'autres qui n'attendront pas dans cet état d'esprit là, qui se diront, c'est aussi le bien, je suis navré. Et puis ça va être une lutte, tu vois, t'es en lutte contre. C'est ce qu'on dit, qu'est-ce que je peux mettre contre la pérille du chou? Qu'est-ce que je peux mettre contre les limaces? Moi, je ne suis pas dans ce mécanisme là. Je suis dans le mécanisme de dire, voilà, je fais des légumes pour tout le monde,
pour la pierrite, pour ma petite punaise, pour mes limaces que j'élève, hein, j'élève des limaces. Je me marre pas, il y en a, il m'a envoyé un mail en me disant que il me disait tu déconnes quand tu dis ça. Je dis, non, je te le redis, lui tu me regardes. J'élève des limaces, c'est la vérité. Et parce que c'est pour tout le monde. Mais je sais que dans tout ce que je mets, dans toute la quantité que je mets, il y en a aussi qui vont, tu vois, qui vont me revenir à mot. Tu comprends? Voilà, il y en a aussi qui, je vais pas me servir. Mais il y en a que je laisse volontairement, puis des fois que j'oublie, parce qu'il y en a beaucoup, tu comprends. Mais chacun va trouver sa place. Puis il y en a, ils pousseront qu'une fois qu'un autre légume aura disparu. Puis il était un petit peu en végétation, en train d'attendre. Enfin, c'est normal, il faut, tu vois, pour moi, il faut... C'est complexe à expliquer, mais il faut vraiment être dans cet état d'esprit de qu'est-ce qui se passerait naturellement. Qu'est-ce qui se serait passé naturellement. Alors oui, je suis d'accord, on est sur des variétés déjà transformées, cultivées. Donc on est très loin des variétés d'origine, tu vois, sauvage. Mais malgré tout, ça n'empêche pas qu'on peut réfléchir malgré tout dans ce principe de se dire, voilà, au naturel, qu'est-ce qui se serait passé? Est-ce que naturellement, j'aurais une ligne de haricots bien droite? Non, non. Si je laisse les haricots se reprendre de manière spontanée, il y en aura certainement de partout, mais n'importe comment, enfin. Et chacun trouvera sa place à un moment donné. Donc dans ce qui peut paraître totalement chaotique, en fait, il y a une organisation qui est dedans. Et c'est juste que sur le premier abord, on voit un chaos, une sorte de destruction, alors qu'en définitif, c'est une réelle construction. Non, je ne vais pas rentrer là-dedans. Il y a des expériences qui ont été faites en rapport avec les théories du chaos, etc., mais je ne vais pas rentrer là-dessus. Je ferai peut-être une vidéo là-dessus, d'ailleurs, ça peut être marrant. En théorie quantique. Comment justement faire quand on n'a pas encore cet équilibre au niveau des parcelles, quand on n'a pas encore cet équilibre au niveau de notre sol, donc un sol suffisamment vivant. Je rappelle qu'un sol vivant, c'est déjà en premier lieu un rapport carbone-azote suffisamment équilibré, qui permet bien entendu différents éléments de se mettre en place, dont les fameux champignons mycorhiziens qui nous aident énormément. Ça c'est pour la toute petite introduction technique. Comment faire quand on n'a pas cet état d'équilibre et qu'on passe sans arrêt du temps à être à mettre des choux puis voir que ta ligne part parce que les chenilles les ont bouffés. Première astuce, mettre un voile anti-insecte, ça se vend en tant que tel, voile anti-insecte, tu le mets dessus à partir du mois d'avril, puis tu les enlèves, bien compris, un petit peu avant les gelées. Ça va éviter que les champignons, ils pourront plus, tu comprends bien que les papillons, sérieusement, les papillons ne pourront plus pondre dessus. Donc voilà, t'as résolu le truc. Bon, c'est juste qu'il faut penser à le mettre et puis penser à l'enlever. Ça n'enlève en rien le fait qu'il faut à un moment donné s'occuper de son sol. Je te parle d'un truc, tu vois, homéopathique, en attendant que ça aille mieux. Mais ta priorité, c'est la vie de ton sol, hein. Ensuite, tu peux l'associer à différentes plantes. Alors, je me suis fait une note parce que j'ai pas la mémoire pour me rappeler de tout ça, moi. L'aneth, la bourrache, c'est pas pour rien, j'en ai ici et j'en ai un autre pied là-bas. Le céleri qui est mis, j'en ai là et là. J'en ai aussi ici qui est en train de pousser. La sauge, j'en ai pas mis là, elle est de l'autre côté. Bon. Les soucis, je les ai, ils commencent à sortir. Ils sont tous par là. Les soucis, c'est une fleur. On peut mettre aussi de la tomate. Alors attention parce que la tomate ne s'associe en rien avec le chou. Donc ce que tu peux faire, c'est si jamais tu as des feuilles de tomates qui traînent, qui sont cassées, parce que moi je taille pas mes tomates, donc oui aussi, évidemment, je fais rien comme tout le monde. Et tu peux les mettre au pied des choux et l'odeur des tomates va éloigner. Tu peux mettre du thym aussi autour de tes pieds de tomates et des pieds de choux, décidément. Et faut prendre des vacances, moi. Et tu peux mettre aussi de la mélisse citronnée, par exemple. Attention à la capucine, je l'ai noté. La capucine attire quand même assez fortement la pyrite du chou. Donc si tu mets de la capucine à côté de tes choux, c'est peut-être pas l'idée. Sache-le. Bon, elle va aller forcément sur les capucines, mais elle va aller aussi sur tes choux, inévitablement. Les deux étant l'un à côté de l'autre.
Par contre, les plantes que je t'ai énumérées avant, les éloignent. Donc, je préfère quand même mettre des plantes qui vont les éloigner plus que des plantes qui vont les attirer. Dans les prédateurs naturels que tu vas trouver dans ton jardin, je te rappelle, je ne vais pas te la refaire, mais les prédateurs naturels, tu ne les auras que si tu as une grande diversité sur tes parcelles, avec une grande quantité sur tes parcelles. C'est-à-dire pas 4-5 laitues, mais bel et bien, tu vois, voilà, une espèce de forêt vierge végétale, c'est ça qui attirera tes prédateurs naturels et pas quelque chose en ligne, tu vois, un peu minimaliste. Tu as le cirfe qui est une mouche qui ressemble à des abeilles, qui ressemble à des abeilles. En fait, elles ont un mimétisme par rapport à ça. On le rencontre très facilement. Il y en a partout. C'est pas compliqué à observer. Il y a tout ce qui fait partie de la famille des Hymenopteria, ça veut dire essentiellement les micro-guêpes et les guêpes parasites qui elles vont aller pondre des œufs dans les chenilles. Ils ont besoin de ça pour se reproduire, enfin pour assurer la future génération. Ils ont besoin que les œufs soient pondus dans le corps des chenilles. Pour que la petite larve de cette guêpe puisse se nourrir en fait la nourriture. C'est dans le même principe que Alien. Si tu as vu Alien, ça te donne à peu près l'idée de ce qui se passe par la suite. Et tu as la punaise aussi qui va s'en nourrir, qui va se nourrir aussi de ces papillons. Décidément, je suis calé sur champignons. Voilà, punaise, guêpe, micro-guêpe, et puis cirfe. Voilà à peu près, tu vois, les principaux prédateurs. C'est pas pour rien, tu vois, que j'ai beaucoup de punaises qui sont là. C'est elles en fait qui ont tout bouffé. Là. Elles ont fait un ravage là-dedans. J'en ai pas qu'une en plus. Donc elles sont restées 2 jours, tu vois, parce que je m'en occupe pas forcément, tu vois. Je suis pas non plus, tu vois, focalisé sur ce délire de me dire est-ce que j'ai des œufs, tu vois. Bon, on m'en suis rendu compte avec l'expérience, tu te rends compte parce que après tu as les crottes. Ouais, c'est ça, c'est les crottes des chenilles. C'est des petites billes, ça fait comme des petites billes verdâtres. Donc quand tu vois ça au pied du chou, tu te dis ouais, bon bah ok, il y en a eu, mais comme tu les vois plus, tu vas me dire c'est très hypothétique tout ça, mais bon, elles n'ont pas disparu comme par hasard, parce que le cycle est quand même met un peu plus de temps. Mais comment te dire, mais bon, je me suis douté qu'elle s'était fait toute bouffée entre deux. Il y a aussi un dernier point pour t'en prévenir qui va être la décoction de Tanésie. Donc j'en mets souvent, il y en a un qui est ici. Attends, elle est là. Ouais, bon, là elle n'est pas encore en fleurs, alors je sais pas, j'ai tenté juste là. Tu vois, là ça ressemble à ça au niveau des feuilles, tu vois, c'est des petites fleurs jaunes en fait. Je vais peut-être la photo. Des petites fleurs jaunes, mais elles sont pas encore en fleurs, je peux pas te montrer. Mais j'en garde, moi je fais ma récolte de fleurs, je les mets à sécher et puis j'ai toujours un petit peu au cas où, bon, j'ai des fleurs séchées au cas où, qui me servent essentiellement aussi pour chez moi, pour éviter les acariens. J'en mets aussi dans le poulailler, pour éviter les acariens, ce qu'on appelle les poux rouges dans les poules. Enfin bon bref, je fais toutes ces infos là en même temps. Donc voilà, décoction de Tanésie que tu vas les pulvériser, bon bien entendu, faut faire ça souvent parce que sinon... voilà, c'est pas efficace, c'est efficace vite fait, puis après ça s'arrête. Donc c'est un truc qu'il faut quand même mettre assez régulièrement, pour en fait troubler le côté olfactif du papillon, puis qui fait que se voyant que c'est la Tanésie, il va pas les pondre. Pour lui, le chou est devenu une Tanésie, tu vois, un petit peu. Voilà. Voilà le principe, tu vois, autour de notre conception de comment faire avec la pierrite du chou, comment faire, voilà, tu vois. Déjà ton sol, une bonne diversité de plantes, et puis en attendant ça, toutes les petites astuces que je t'ai filées. J'ai fait une formation, je t'ai mis le lien dans la description juste en bas, qui t'explique vraiment en détail justement comment mettre en place cette vie du sol, comment prévenir, comment comprendre toute cette mécanique au niveau tu vois, de tout ce qui va être les ravageurs justement, comment s'en prévenir, comment installer des choses. Je t'ai pas parlé non plus de tous les installations que j'ai mis en place, comme les nichoirs, comme les abris à insectes, quelles sont les particularités à mettre en place, comment les installer. Bref, tout ça, tu vois, est dans la formation, j'ai mis plein de choses dedans. Déjà, comment avoir un sol vivant et comment avoir une bonne diversité au niveau de ses plantes. Deuxièmement, comment faire des installations, même sur son jardin, avec comment mettre des nichoirs et lesquels, et comment les mettre en place. Et puis aussi au niveau de tout ce qui est abris et divers abris et lesquels. Je fais une espèce de récap complet de tout ce qui est les ravageurs potentiels. Il y en a très peu en définitive, il n'y en a pas énormément. Par contre, quels sont tous les prédateurs qui justement tu as besoin d'attirer
pour créer cet état d'équilibre. Et là, bah, toute la liste je te la fais en t'expliquant un peu comment les attirer, quelles sont les plantes à avoir impérativement à l'année, tout le temps dans son jardin, les plantes à avoir, c'est les plantes qu'il faut mettre, tu vois, installer et qui vont être des, en fait, des vivaces, tu vois, et qui vont justement pallier à toutes ces difficultés que l'on peut rencontrer, parce que tu auras une diversité olfactive en fait qui va être hyper importante. Et puis après, je t'explique différentes petites techniques. Justement, je te donne la recette comment faire la Thanésie. Je t'explique l'histoire des voiles anti-insectes. Bon bref, tous ces petits trucs-là, c'est dans la description. C'est une formation justement pour faire. Tu vois, c'est pas comment faire contre, mais comment faire avec les ravageurs. Voilà, comment faire. Toi là, je révolutionne le truc. Je suis bien conscient que tout ce que je dis, c'est pas pour tout le monde. C'est des trucs, tu vois, un peu particuliers où je pars dans des systèmes où j'entends bien que la plupart, t'as envie de leur jeter, t'as envie de dire non, mais on va arrêter de délire là. Je vais pas remettre en plus des problèmes à des problèmes existants, mais tu vois, t'en as la preuve en l'image. Tu vois, je suis pas en train de te raconter. C'est important, tu vois. Moi, je dis des choses puis je les montre en même temps. Tu vois, je suis pas en train de dire des conneries. Je suis pas en train de te dire qu'il y a du Roundup dans tout mon jardin. Tu vois, c'est pas vrai. Il n'aurait pas cette gueule-là s'il y avait du Roundup, clairement pas. Donc, tu comprends, c'est une réalité. C'est une réalité. Voilà. J'ai rien. Ouais, j'ai des trous dans les feuilles. Sur certaines feuilles. Tu vois, et encore. Pas surtout. Qu'est-ce que je m'en fous, tu vois. Mais, c'est la diversité qui va faire tout le travail, qui va faire toute l'histoire, qui va faire tout le principe. Tu as un lien dans la description. Et ça va te permettre aussi, tu vas voir, tu arriveras sur une espèce de petite page qui te propose de pouvoir laisser tes coordonnées email justement pour t'inscrire à mon groupe privé dans lequel j'envoie d'autres informations qui ne sont pas que celles que je diffuse sur YouTube, puisque j'ai des informations aussi que je donne à ma communauté. Donc si tu veux en faire partie, tu laisses tes coordonnées, et puis juste après, tu as un lien, alors tu n'es pas obligé, tu peux même pas les laisser et cliquer directement sur le lien qui est juste en dessous, qui t'amène justement sur l'explicatif de la formation. Je te dis à très bientôt, amuse-toi avec les papillons, observe-les, regarde comment ils sont, c'est sympa, c'est la vie quoi. Bon allez, comme d'hab, c'est parti de partir, ciao ciao.